Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Financement des entreprises organisé par le MEDEF Île-de-France avec la participation des MEDEF territoriaux de l'Île-de-France. Je vais commencer par accueillir nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. On va commencer par Jean-Paul Barbet. Alors Jean-Paul Barbet, vous êtes banquier spécialisé dans les entreprises depuis de nombreuses années. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Vous êtes aussi un représentant de la Fédération française bancaire. Évidemment, vous êtes en première ligne sur tout ce qui concerne le PGE et le financement des entreprises, donc avec vos équipes. On accueille aussi Jean-Pascal Prevet, qui est également banquier, et qui lui représente la Banque de France au niveau de l'Île-de-France. Il y a également, qui nous a rejoint, Dominique Quégnard, qui représente la BPI. Bonjour Dominique. Et puis Pierre Pellouzet, qui est le médiateur des entreprises. Alors, je vais vous donner la parole à tous. Bonjour, merci d'être là, merci de prendre sur votre temps pour participer à ce webinaire. Je crois qu'on va avoir beaucoup de questions parce qu'il y a déjà beaucoup de participants. Donc, je donne la parole à Jean-Paul d'abord pour commencer. Jean-Paul Barbet, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, dire qui vous êtes, ce que vous faites, et puis on va attaquer les questions ensuite. Oui, bonjour Charles, bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être parmi vous pour partager ce moment autour du PGE pour ce qui me concerne. Donc brièvement, je m'appelle Jean-Paul Barbet, je suis en premier lieu délégué général de la Société Générale pour l'Île-de-France. Donc voilà, j'anime toutes les agences, quel que soit le marché, ce soit des particuliers, des entreprises, des professionnels ou des collectivités sur une grande partie de l'Île-de-France. Et je suis aussi président du comité des banques Île-de-France pour la Fédération bancaire française. Et c'est à ce titre que je suis donc présent ici. Je voulais juste avant de partir sur le PGE, vous donner un petit peu l'état de l'art des réseaux bancaires actuellement. Vous dire que l'ensemble des réseaux bancaires en Île-de-France sont complètement mobilisés pour distribuer et mettre en place le PGE. Il faut savoir qu'il y a encore 3 semaines, il a été lancé depuis le 25 mars, nous n'avions pas d'éléments sur le PGE, donc c'est parti depuis 3 semaines, et en 3 semaines, ça a été très vite. Donc, mais je voulais vous dire, donc sur cette mobilisation, si je parle du réseau que j'anime, du réseau de la Société Générale en Île-de-France, 80%, peu de gens le savent, mais 80% des agences sont ouvertes et nos conseillers de clientèle reçoivent en agence sur rendez-vous, et bien sûr sur rendez-vous téléphonique aussi, mais il faut savoir qu'ils sont au contact et ils sont dans leurs agences. Donc voilà, on ne parle pas souvent des hommes et des femmes des réseaux bancaires, mais ils sont sur le terrain, ils ne sont pas chez eux, sauf quand ils sont en roulement. Et si on a 80% de personnes présentes, ça veut dire qu'il y en a 20% qui sont chez elles, pour certaines malades, et pour d'autres touchées indirectement par le coronavirus, qui est terrible ces dernières semaines. Je voudrais préciser aussi que 100% de nos centres d'affaires sont en ordre de marche. Ça veut dire que les chargés d'affaires pour les entreprises sont à la manœuvre pour monter les PGE. Voilà ce que je voulais vous dire en propos introductifs avant d'arriver sur le PGE. Depuis 3 semaines, tous les réseaux bancaires confondus ont reçu des dizaines de milliers de demandes de PGE. Nous-mêmes, à la Société Générale, on est sur plusieurs milliers. Et si je m'en réfère au propos du gouverneur de la Banque de France qui est intervenu hier sur BFM TV, au niveau national, il y a 45 milliards de demandes concernant 230 000 entreprises. Vous voyez, c'est énorme. Si on ramène à l'Île-de-France, les 230 000, ça fait un petit 50 000. Donc 50 000 entreprises en Île-de-France qui ont demandé du PGE. En 3 semaines, c'est énorme. Je voulais dire aussi que les hommes et les femmes des réseaux bancaires
et nous-mêmes abordons le PGE avec beaucoup d'humilité, parce que je vous le disais encore il y a 3 semaines, il a été juste lancé. Beaucoup d'humilité au niveau du PGE et beaucoup d'humilité aussi au niveau de ce qui se passe avec le virus, parce que on a des malades tous les jours et c'est vrai que ça peut influer sur la partie disponible de nos conseillers de clientèle professionnelle et de nos chargés d'affaires. Avec beaucoup d'humilité donc, mais avec une vraie détermination à monter ces PGE et à étudier toutes les demandes. Le PGE, donc vous l'avez compris, c'est un véritable pont de trésorerie pour franchir l'abîme que les chefs d'entreprise subissent en ce moment, avec des pertes de chiffre d'affaires et des charges pour certaines qui continuent à courir. Donc la situation est extrêmement complexe, on en a pleinement conscience et nous recevons toutes les demandes en ce moment. Alors, si je devais caractériser les demandes que nous recevons des chefs d'entreprise en ce moment, il y a 3 typologies de demandes. Il y a la première demande qui émane d'entreprises dont la structure financière est relativement solide, avec des cotations Banque de France plutôt bonnes et avec une rentabilité historique qui est solide. Donc c'est vraiment un impact de trésorerie immédiat qu'il faut apporter. Et je dirais, ce type d'entreprise, il n'y a aucun sujet pour accorder le PGE. Je veux dire, c'est totalement dans un flux. Après, je parlerai de priorisation en fonction de certaines contraintes. Et le deuxième type d'entreprise que l'on voit, c'est des entreprises avec une structure financière un peu plus légère et avec un impact de la crise du coronavirus qui est extrêmement fort. Donc, ce qui fait que cet impact va à la fois influencer la trésorerie, la rentabilité et par conséquent la structure. Et là, bien sûr, le PGE est un élément de réponse, mais peut-être pas que. Donc, il faudra peut-être regarder au niveau des capitaux propres, il faudra regarder au niveau de la répartition du capital, qui peut apporter, il faudra regarder peut-être d'autres concours bancaires différents. Donc, je dirais c'est une demande un peu plus complexe que la première et qui demande une étude un peu plus approfondie. Et il y a le troisième type d'entreprise, c'est l'entreprise qui avait déjà des difficultés avant la crise, qui est soit en retournement, soit en rémission, qui est dans une grande sensibilité financière et qui est très fragile au niveau de sa structure financière et pour la plupart avec des capitaux propres négatifs. Et là, on a un problème de recevabilité du PGE et j'y reviendrai après. Et là, on a des dossiers qu'on peut retrouver auprès de Jean-Pascal, le directeur de la Banque de France, qui va intervenir tout à l'heure. Il pourra mieux vous en parler que moi. Voilà. Alors, je ne parlerai pas du 4e type de demande, qui sont plus des demandes d'opportunités, mais on en voit des entreprises et des entrepreneurs qui n'ont pas besoin vraiment de concours, qui ont une trésorerie pléthorique, une rentabilité historique très forte, mais qui voient une opportunité d'avoir un concours à des conditions extrêmement basses. Mais bon, là, ce n'est pas les demandes qu'on va traiter en priorité, vous l'avez compris. Alors, je voudrais aborder 6 points sur le PGE, avant d'aller sur le mécanisme un petit peu plus en profondeur, mais 6 points qui ne sont pas forcément connus de tout le monde. Premier point, le PGE, même s'il est garanti par l'État, se fait sur des ressources bancaires, c'est-à-dire c'est l'argent des banques qui est prêté aux entrepreneurs. Deuxièmement, le PGE le prêt garanti par l'État se fait sans aucune marge bancaire. C'est-à-dire que nous sommes engagés à prendre strictement le coût de notre ressource et d'ajouter le coût de la garantie de l'État dessus. Il n'y a aucune marge bancaire. Troisième élément important, il n'y a aucun frais de dossier pour le montage du PGE. Donc c'est très important. Quatrième point, il faut le savoir aussi, si l'entreprise, et je ne le souhaite pas, mais dépose le bilan dans les 2 mois d'un décaissement d'un PGE, la garantie de l'État ne joue pas, c'est à 100% pour la banque s'il y a une défaillance d'entreprise dans les 2 mois. Donc, il faut le savoir quand même, ce qui peut, concentrer le banquier sur certains éléments. 5e élément, c'est que 10% du risque est porté par la banque, tout de même s'il y a la garantie de l'État à 90%. Et le 6e point, c'est que cette garantie de l'État, pour le moment, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas une garantie à première demande. Ça veut dire qu'il faut avoir épuisé tous les recours avant de pouvoir actionner l'État pour se faire payer si l'entreprise est défaillante. Donc, je voulais mettre ça bien en devant. Et un autre élément important qu'il faut que vous sachiez, vous, chef d'entreprise,
Si on ne respecte pas les critères d'éligibilité, c'est-à-dire si on fait un prêt garanti par l'État avec un critère, par exemple, actuellement, si les capitaux propres sont négatifs, on ne peut pas le faire. Admettons qu'on le fasse. Eh bien, la BPI, représentée par Dominique, qui interviendra tout à l'heure, la BPI, si on met en jeu la garantie de l'État à un moment donné, ça passera par la BPI. Et la BPI pourrait nous dire, écoutez, monsieur le banquier, vous n'avez pas respecté les critères et le cahier des charges qu'on vous avait donné dans la distribution du PGE, donc la garantie de l'État ne vous est pas acquise, donc vous avez 100% du risque. Donc c'est pour ça qu'on pose des fois certaines questions et qu'on va sur certains sujets. Voilà, donc nous, ce qu'on attend des chefs d'entreprise, nous sommes vraiment un partenaire, l'ensemble des banques, voilà, faut le prendre comme un partenaire. Les relations bancaires reposent sur deux choses. Première chose, c'est la capacité de dialogue, et je vous encourage à dialoguer avec votre interlocuteur bancaire ou le responsable de la banque dans laquelle vous êtes client, ou les banques dans lesquelles vous êtes client. Donc, dialogue et confiance. Et la confiance, ça se crée justement avec du contact, avec des choses que l'on respecte, et mutuellement d'ailleurs dans les deux sens. Et je dirais c'est les deux marqueurs d'une belle relation bancaire, c'est le dialogue et la confiance. Si je rentre dans la technique du PGE, l'élément important, et on y viendra certainement, il y aura des questions là-dessus, c'est le montant. Le montant du PGE, le montant maximum, c'est 25% du chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente, 2019. Voilà. Et si on n'a pas les éléments comptables de 2019, une attestation de l'expert comptable suffit très largement pour attester du chiffre d'affaires 2019. Donc c'est 25% du chiffre d'affaires. Mais c'est un élément maximum. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller le chercher tout de suite. Donc c'est le premier élément avec lequel il faut travailler en bonne cohésion et collaboration, et peut-être avec votre expert comptable aussi, hein, dans un trio, et votre conseiller bancaire, c'est déterminer le montant dont vous avez besoin. Alors, ne vous inquiétez pas, pour le mois d'avril, vous avez droit, compte tenu du typologie de montage, que je rappelle quand même, il faut que vous alliez voir l'ensemble de vos banques. Si vous en avez qu'une, c'est plus simple. Si vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, il faut aller voir les 5 banques, dialoguer avec chacune d'elles, et voir quel montant vous voulez allouer dans le prêt que vous voulez contracter à chaque banque. Et après, vous allez vous inscrire au niveau de la BPI en donnant la répartition par banque que vous voulez et le montant du PGE que vous avez pré-négocié avec votre banque. Il ne faut pas le faire à l'inverse, aller sur le site BPI s'inscrire et après aller voir les banques, parce que là, il faudra tout refaire et c'est ce qui floute en ce moment toutes les statistiques. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir de statistiques, parce que c'est assez flouté. La démarche, je dirais, d'origine n'est pas respectée tout le temps. Donc, et vous allez dialoguer avec vos banques et vous inscrivez après. Et voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez droit à faire plusieurs demandes. Au mois d'avril, c'est qu'une seule, pour cette raison d'inscription. Mais après, une fois que vous avez fait cette demande au mois d'avril, vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez, dans la limite de 25% du chiffre d'affaires. Si par exemple, vous avez, dans un premier temps, vous avez dit, moi, 15% ou 10% du chiffre d'affaires, ça me suffit, ce montant-là, en trésorerie, je passe, je fais mes plans, je suis large, je fais mes hypothèses, et dans mes hypothèses basses, je passe. Eh bien, avec vos banques, vous montez les prêts, enfin le prêt, ou l'ensemble des prêts pour un montant de 10% du chiffre d'affaires. Et si au mois de mai, ou au mois de juin, ou au mois de juillet, ou au mois d'août, vous revenez en disant mais il me manque, en fait c'est pas 10%, c'est 15% du chiffre d'affaires, il me faut 5% de plus, eh bien l'ensemble des banques, à partir du moment où elles sont d'accord, mais il n'y a pas de raison, si on est dans le premier cas que j'ai cité tout à l'heure, eh bien vous allez repartir sur un pont de trésorerie de 12 mois, mais à date où vous allez le demander. Par exemple, si c'est au mois de novembre, vous repartez sur un pont de trésorerie, vous aurez eu un pont de trésorerie partant d'avril sur 12 mois et un autre pont de trésorerie partant de novembre sur 12 mois. Et après, je le précise, seul vous, chef d'entreprise, êtes décideur. Nous, banquiers, on n'a pas de mot à dire dans la cristallisation ou la consolidation des 12 mois. Par exemple, si vous empruntez 1 million d'euros pour 12 mois, au bout des 12 mois, enfin un peu avant, 4 mois avant, il faudra que vous preniez une décision. C'est vous qui prenez la décision seul en disant je veux consolider ce prêt par un crédit amortissable sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous ne pouvez pas dépasser 5 ans parce que l'ensemble du crédit PGE ne peut pas dépasser 6, c'est-à-dire les 12 mois de pont de trésorerie plus les 5 années d'amortissement. Et ça, vous avez le temps et la deuxième partie du prêt de novembre, vous pourrez la cristalliser sur la durée que vous voulez en fonction de la vision que vous aurez au moment où vous prendrez la décision. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en résumé,
toute entité, que ce soit un artisan, un commerçant, toute entité en affaires personnelles, en SARL, en société, a droit à un PGE. Il n'y a aucune exclusion, je dirais, de typologie. Par contre, il y a quelques exclusions qui sont au niveau... Ah si, il y a quand même les SCI. Les SCI n'ont pas le droit d'emprunter. Il y a quand même quelques exclusions. C'est... les établissements de crédit, par exemple, une banque ne peut pas aller solliciter un PGE, ou une société de crédit, par exemple, qui fait du crédit aux particuliers, ne peut pas aller solliciter un PGE. Et de même, une entreprise qui est en liquidation judiciaire, en règlement judiciaire, voilà, donc ne peut pas solliciter un PGE. Alors après, je reviendrai s'il y a des questions. Une entreprise qui respecte son plan, etc., peut y avoir droit, etc. Donc je pense qu'on pourra rentrer sur des questions techniques après. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en résumé, le PGE, c'est 25% maximum, montant maximum du chiffre d'affaires annuel, un pont de trésorerie de 12 mois, consolidable sur maximum 5 ans, décision uniquement par le chef d'entreprise et consolidation de tout ou partie. Vous n'êtes pas obligé de consolider tout, vous pouvez consolider qu'une partie, c'est à votre libre choix. Voilà, et je le réitère, tout ça repose sur un dialogue et une confiance entre les partenaires. On va revenir sur toutes ces questions, parce qu'il y a eu entre-temps plein de questions pendant que vous parliez. Je vais donner la parole à Jean-Pascal Prevet. Jean-Pascal, donc, vous êtes directeur régional de la Banque de France. Alors, la Banque de France, au niveau régional Île-de-France, c'est environ 500 personnes qui sont sous votre responsabilité, avec des agences dans différents départements. Peut-être commencer par nous expliquer qui vous êtes, enfin, ce que vous faites, et aussi nous donner un petit peu la température de la conjoncture du mois de mars, parce que vous avez dû avoir les consolidations des chiffres d'activité sur le mois de mars, pour éclairer ensuite la suite de la discussion. Oui, d'accord. Donc Jean-Pascal Prevet, effectivement, donc je suis directeur régional Banque de France pour l'Île-de-France. Donc nous avons en Île-de-France une implantation par département. Donc nous avons 8 implantations dans la région, et nous exerçons 3 grands métiers. Je vais simplement citer les 2 premiers parce qu'ils ne vont pas intéresser directement les chefs d'entreprise. Nous mettons à disposition des banques et des transporteurs de fonds des billets et des pièces pour alimenter les moyens de paiement. Donc ça, c'est une premier type d'action de la Banque de France. Deuxième type d'action, il est plus vers les particuliers. Donc nous sommes responsables de tout le traitement des situations de surendettement des ménages. Donc un ménage surendetté peut déposer un dossier à la Banque de France qui va instruire et qui va chercher le meilleur compromis possible. La Banque de France aussi désigne pour les particuliers qui n'arrivent pas à obtenir un compte bancaire. C'est ce qu'on appelle le droit au compte. Il désigne un établissement bancaire pour ouvrir un compte à ces particuliers. Voilà, donc ce métier, monnaie fiduciaire d'un côté, particulier de l'autre, et on arrive à ce qui intéresse plus aujourd'hui, je pense, nos auditeurs, qui est les relations avec les entreprises. Donc je développerai un peu plus en détail nos relations avec les entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons plusieurs types de contacts avec les entreprises. Nous avons un contact mensuel avec un panel de chefs d'entreprise pour aller au plus près de la conjoncture et percevoir au mieux possible la conjoncture. C'était un peu votre question, donc j'y reviendrai, je dirai quelques mots sur ce que nous ont dit les entreprises sur le mois de mars et comment ils voyaient les semaines à venir. Deuxième action qui est plus souvent connue de la Banque de France, c'est la cotation des entreprises. Donc la Banque de France collecte les documentations comptables des entreprises qui font plus de 750 000 € et octroie une cotation à ces entreprises. Là aussi, j'y reviendrai plus en détail. Et enfin, moins connu, mais qui se développe de plus en plus et qui aujourd'hui est sous le feu de l'actualité, c'est que nous avons développé des services de proximité aux entreprises. Alors, deux grands types de services. Un service autour de la médiation du crédit, vous avez prononcé le mot tout à l'heure. Donc, la Banque de France peut intervenir dans chacun des départements
lorsque une entreprise a des difficultés à boucler un plan de financement, par exemple. Là aussi, on y reviendra plus en détail, on regardera un peu comment on peut travailler, ce qu'on peut faire ou pas. Et puis, pour compléter l'accueil possible de tous les chefs d'entreprise, et surtout, on vise les petites entreprises et les très petites entreprises, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. On a mis en place dans chacun des départements un correspondant TPE et PME, plutôt TPE, mais si c'est une PME, on peut aussi suivre le chef d'entreprise. Donc des correspondants PME et TPE qui peuvent être sollicités de façon tout à fait gratuite, sans contrainte particulière, pour exposer une problématique et avec l'ensemble de nos partenaires avec lesquels nous sommes amenés à avoir des relations, guider le chef d'entreprise dans la bonne direction pour résoudre son problème. Donc toutes ces actions sont développées sur notre site internet que vous pouvez aller voir, banque-france.fr. Juste deux mots, s'agissant des contacts PME-TPE, nous avons un numéro vert que je vous donne si vous le souhaitez, c'est le 0800 08 32 08. Et là, vous aurez dans les 24 heures un contact avec un correspondant pour vous guider et pour vous aider. Il peut être également contacté par courriel avec une boîte qui est TPME, comme très petite entreprise ou moyenne entreprise, donc TPME avec votre numéro de département, @banque-france.fr. Donc par exemple dans les Hauts-de-Seine, TPME92@banque-france.fr. Voilà. Sur la médiation du crédit, la médiation peut être saisie directement sur le site internet de la médiation du crédit, ou elle peut passer par ses correspondants TPME qui vous orienteront vers des médiateurs du crédit. Voilà, de façon très succinctement, les rôles de la Banque de France dans les territoires et notamment concernant les entreprises. Je termine par rapport à votre question sur le contexte économique aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être vu dans la presse l'enquête que l'on mène auprès des chefs d'entreprise nous a amené, alors là c'est au niveau national, après je ferai un focus sur l'Île-de-France, mais nous a amené au niveau national à calibrer l'impact du confinement, et nous avons calibré cet impact par rapport à ce que nous ont dit nos chefs d'entreprise et par rapport à nos modèles économétriques internes, à considérer que toute quinzaine de confinement coûte 1,5 point de croissance, donc à l'année. Donc, deux quinzaines de confinement, 3 points de croissance. 3, etc. 1,5 point de croissance par quinzaine de confinement. S'agissant de l'Île-de-France, les chefs d'entreprise ont acté qu'ils avaient subi un coup d'arrêt très marqué suite aux mesures sanitaires de confinement, et que ce soit l'industrie, les services marchands ou le BTP, le choc a été violent. Dans l'industrie, alors que le confinement n'a démarré que le 17 mars, en moyenne, les entreprises industrielles d'Île-de-France ont fermé un peu plus de 4 jours sur le mois de mars, mais ça peut aller 5 ou 6 jours pour certaines entreprises industrielles, notamment dans le matériel de transport. Dans les services marchands, c'est également très variable, avec ceux qui s'en sortent le mieux, qui peuvent travailler à distance, comme informatique, communication, ils ont fermé que 2 jours. Mais par contre, hébergement, restauration, là on arrive jusqu'à 13 jours, c'est-à-dire quasiment la totalité, puisque le confinement a démarré au 17. Donc quand je vous dis 13 jours, c'est sur l'ensemble du mois. Enfin, sur le BTP, tous les travaux sont à l'arrêt. Ils le sont pour plein de raisons. Ils le sont parce que les clients ne souhaitent plus que leur chantier avance. Ils le sont parce que les chefs d'entreprise considèrent que les règles sanitaires ne peuvent pas s'appliquer en l'état avec l'organisation actuelle du BTP, et qu'il faut d'abord travailler ces règles sanitaires avant de redémarrer. Mais aucun des 3 secteurs ne pense que l'activité redémarrera de façon significative courant des semaines du mois d'avril. Ils avaient à l'époque pas eu l'information du président de la République du confinement qui était poussé jusqu'au 11 mai. Ils ont répondu avant, mais de toute façon, ils considéraient que le mois d'avril ne serait pas un mois de reprise de leur activité.
Merci. J'ai une question, on va revenir sur pas mal de sujets, mais j'ai une question qui s'adresse directement à Banque de France, c'est la fameuse cotation des entreprises. Comment est-ce qu'on l'établit? Comment est-ce qu'elle s'établit? Est-ce qu'on peut la changer? Parlez-nous de ça parce que c'est un sujet qui parfois inquiète les entreprises, les chefs d'entreprise, leurs dirigeants. D'accord. Oui, alors, comment se passe un processus de cotation? La première chose, c'est qu'on demande au chef d'entreprise son bilan, alors la plupart du temps via son expert comptable, mais l'expert comptable demande au chef d'entreprise son accord. Donc c'est important de savoir que la Banque de France ne cote pas les entreprises contre leur volonté. Une entreprise qui dit « moi je ne veux pas vous donner mon bilan », eh bien, nous ne collectons pas le bilan et donc on ne peut pas octroyer une cotation significative. Donc première chose, c'est un acte déjà qui est un acte un peu de partenariat puisqu'il y a un accord entre l'entreprise et la Banque de France sur la communication du bilan. Deuxième chose, c'est un acte qui est transparent puisque toute cotation est communiquée au chef d'entreprise. Donc la Banque de France dit voilà, à l'issue de notre analyse, nous avons octroyé à votre entreprise telle cotation. Et le chef d'entreprise reçoit un courrier de cotation. Troisième chose, très fréquemment, nous prenons contact avec le chef d'entreprise pour avoir un rendez-vous avec lui, pour faire un point sur sa stratégie et intégrer du qualitatif à l'analyse. Point aussi très important à avoir en tête, c'est que la Banque de France accepte systématiquement toute demande d'entretien d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise qui considère qu'il a des choses à nous dire pour éclairer sa cotation, ou il considère que nous n'avons pas intégré l'ensemble de sa stratégie dans la cotation, il veut nous voir, systématiquement, nous allons le voir. Voilà, donc ça c'est le premier point que je voulais dire, c'est que c'est un processus qui n'est pas un processus caché. Cotation, des fois on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas du tout un processus caché, c'est un processus qui est ouvert, qui est partenarial, et qui est souvent perçu comme ça par le chef d'entreprise dans la mesure où la Banque de France lui donne un avis extérieur, la Banque de France n'a pas d'intérêt particulier, elle n'a pas de relation bancaire, par exemple, avec ses entreprises, mais elle lui donne un avis extérieur, et ce qu'il faut savoir, c'est que vous, chef d'entreprise, vous avez aussi une note interne chez votre banquier. Il ne vous la communique pas normalement, mais par contre, c'est intéressant de connaître sa note Banque de France, parce que souvent, les méthodologies, même si elles ne sont pas tout à fait les mêmes, elles peuvent converger. Donc, il est rare d'avoir une très bonne note Banque de France et que votre banquier vous note mal. Inversement, il est rare d'avoir une mauvaise note Banque de France et votre banquier qui vous note bien. Donc, ça vous donne déjà une idée de ce qu'est votre note bancaire. Alors, comment fait-on sur la base des documents comptables d'une part, des contacts qu'on a avec les entreprises pour obtenir des informations qualitatives. Donc ensuite, on a une analyse assez classique, c'est-à-dire on regarde quelle est la trajectoire de l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, comment ce chiffre d'affaires se décline en rentabilité, quelle est la trajectoire de la rentabilité, quels sont les flux de trésorerie qui sont générés par l'entreprise. À partir de ces flux, est-ce qu'elle a suffisamment de cash pour pouvoir faire face à tous ces décaissements obligatoires? Donc, vous voyez une démarche un peu globale sur les comptes de résultats, sur le bilan et sur les flux de trésorerie. Dernière chose, peut-être pour rester dans la définition un peu globale de la cotation Banque de France, ce qu'il faut savoir, c'est que 2/3 des cotations Banque de France sont des cotations qui sont favorables. Et quand je dis elles sont favorables, c'est sur quelle base? C'est sur la base d'un cahier des charges qui nous est fixé par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne accepte de refinancer les banques en prenant des garanties. Et parmi les garanties que la BCE accepte, il y a les crédits aux entreprises qui sont correctement notés par la Banque de France. Et dans 2/3 des cas, les crédits dont vous, chef d'entreprise, vous disposez, dans 2/3 des cas, ces crédits sont suffisamment bien notés pour pouvoir être pris en garantie auprès de la BCE. Donc ça veut dire que c'est un facteur favorisant votre propre accès au crédit. Parce que votre banquier, il sait quand vous en crédit, il n'aura pas de difficulté à remobiliser ce crédit derrière. Voilà, donc il ne faut pas que ça fasse peur la Banque de France et la cotation. D'abord parce que, comme je vous le dis, dans 2/3 des cas, c'est des cotations positives. Ensuite, parce que ce n'est pas un processus secret, c'est un processus qui est très clair, très ouvert et avec beaucoup de dialogue avec le chef d'entreprise. D'accord, donc bien compris, un processus transparent et dont on peut discuter finalement avec vous. Alors, je ne sais pas si, à l'heure actuelle, vous avez la possibilité d'accueillir tous les gens qui vont vous demander un rendez-vous, mais en tout cas, c'est bon à savoir que
on peut venir vous voir et discuter de ça avec vous directement. Alors, je vais passer la parole à Dominique Keignard de la BPI. Alors, la BPI, je connais bien, parce que bonjour Dominique, en tant qu'entrepreneur, j'ai dû utiliser une bonne partie de la boîte à outils BPI, pas mal d'activités. On va pas rentrer dans tous les détails de ce que fait la BPI parce que ça serait trop long. J'ai une question, Dominique. Là, les équipes BPI, elles sont sur le pont H24. Et comment vous faites là comment ça se passe? Dites-moi, parlez-moi de mes amis qui sont à la BPI, qui doivent travailler d'arrache-pied. Alors, merci Charles. On travaille autant que les banquiers. On a 3 rôles dans cette crise. On a un rôle d'opérateur pour le compte de l'État, donc opérateur informatique et demain opérateur en gestion de cette énorme opération, hein, de gérer et assurer pour le compte de l'État, donc 300 milliards d'encours maximum que les banques pourraient accorder dans le cadre de cette crise donc du Covid. Ça, c'est le rôle qui était en amont de tout. Hein. On travaille avec l'État depuis 1 mois et demi pour lancer et faire un pipe capable d'encaisser des centaines de milliers de dossiers, parce que la profession n'a jamais encaissé aussi vite. C'est un vrai tsunami. Le deuxième rôle qu'on nous avait attribué, c'était de faire un peu le numéro vert amortisseur des premiers jours, entre guillemets, où on nous a dit, vous connaissez bien le secteur de l'entreprise au même titre que les banquiers, mais il faut que quelqu'un endosse ce rôle de rassurer, d'écouter les chefs d'entreprise, de mieux cerner leurs besoins pendant qu'on était en train de mettre au point tous les produits. Donc, on a eu un numéro vert, on a beaucoup communiqué autour. Et ça nous a fait créer un deal flow sur l'Île-de-France. Mes collaborateurs ont, comme vous le disiez, Charles, écouté, renseigné, tranquillisé autant que faire se peut à ce moment-là de la crise, 20 000 chefs d'entreprise qui nous appelaient pour demander quelles vont être les solutions. Et la troisième action de BPI, un peu en avance de phase, parce que on a lancé un produit donc, qui est très similaire au PGE, mais qu'on avait appelé Atout dans notre gamme de produits, qui répondait aux mêmes problématiques de soutien de trésorerie, mais qui était spécialement monté par BPI pour les clients BPI dans un premier temps. Bon, ce produit Atout est aujourd'hui entièrement consommé, ça c'est la rançon je dirais, du succès, et ce qui fait qu'aujourd'hui, BPI se raccroche au PGE classique. On va donc accompagner nos partenaires bancaires en cofinancement dans les opérations de PGE dans les mois à venir, avec sans limite, puisque en fait, l'enveloppe PGE, Jean-Paul n'a pas cité trop de chiffres parce que c'est même prématuré, mais les chiffres sont astronomiques dès maintenant. Elle est à 300 milliards, donc elle est, je dirais, aujourd'hui, on pense qu'elle est largement dimensionnée pour répondre à une première vague, si tant est qu'il n'y en ait pas 3 derrière. Voilà, ça c'est le rôle. Vas-y. Oui, c'est 2 questions en fait. Est-ce que du coup BPI continue ses autres activités en parallèle, si j'ose dire, enfin en plus ou à côté, je sais pas. Et puis, est-ce que une entreprise peut cumuler à la fois du PGE et d'autres aides qui viennent, d'autres aides similaires, qui viennent d'État, par exemple? Alors, très, très bonne question. Bon, je pense qu'au diapason de nos partenaires banquiers, le pipe d'opérations qui était en cours, bon, il y en a qui vont se décaisser, c'est des opérations immobilières qui vont pas être mises en cause. On avait un gros deal flow d'opérations dans l'énergie. Bon, le solaire, photovoltaïque, ça va pas s'arrêter. Je faisais le point avec mes équipes juste avant. Bon, c'est clair que beaucoup d'autres transactions sont en stand-by, pas complètement arrêtées, mais en stand-by. Donc, notre activité classique est à 30% de ce qu'elle devrait être.
mais une de mes équipes disait qu'en un mois, elle avait fait toute la production de prêts sans garantie, puisque c'est un produit qu'on avait déjà dans la gamme l'année dernière. Le prêt à tout est un copier-coller d'un produit historique que nous avions avec des nouvelles dotations. Et en fait, une direction régionale francilienne avait fait en un mois ce qu'elle avait fait sur toute l'année dernière. Et ça me permet de mettre un focus sur un secteur qui nous est cher et qui va certainement écrire l'histoire demain. Et une partie du rebond, c'est l'innovation. C'est tout le débat qui tourne autour des startups et de l'innovation. Parce qu'une affaire qui était mature, qui avait un bon track record, était quand même mieux armée pour encaisser. Les startups, je dirais que c'est la double ou la triple peine. Celle qui était en levée de fonds, la levée de fonds est plutôt en stand-by. Celle qui était en recherche de financement complémentaire ou en recherche de financement d'amorçage, là aussi, le dossier va prendre un peu plus de temps à maturer. Donc, BPI, dans le cadre de notre gamme de produits, a actualisé tous les critères d'accès à notre gamme de produits. Et on a même créé un produit spécialement dans le cadre du PGE pour qu'il y ait un compartiment de ce PGE. Les banques en font, mais on pense qu'on en fera compte tenu de notre clientèle innovation et de l'ensemble de ces startups qui sont déjà dans notre portefeuille. On a une grosse enveloppe dédiée aux startups parce qu'elles ont des spécificités, elles n'ont pas de chiffre d'affaires, donc le ratio chiffre d'affaires pose un vrai problème. On a dû trouver d'autres critères d'attribution. Elles ont un projet de fonds propres, donc il faut qu'on puisse les contourner. On a créé des produits bridge, c'est-à-dire que l'entreprise qui avait des besoins qui étaient en cours de levée, l'investisseur recule un peu parce qu'il y a des investisseurs étrangers qui reculent complètement et en disant on va attendre que ça aille mieux. Donc nous, on va créer des produits précaires, je dirais, mais précaires et solides en même temps parce que, en fait, toutes ces startups dans lesquelles on a investi historiquement et initialement, ça serait dramatique de les laisser tomber maintenant. Alors que le calendrier va prendre 6 mois de plus. Une startup fait ce qu'on appelle du cash burn de façon, ça brûle beaucoup d'argent, donc 6 mois de plus, elle va brûler 6 mois de plus d'argent. Donc, on est en train de monter tous ces produits et c'est une des très grosses activités dans les semaines qui viennent parce que ces dossiers-là, on ne les avait pas encore vus parce que la route était moins bien balisée que pour le PGE. Une affaire, j'allais dire, qui roule. Les tuyaux marchent. La jurisprudence est en train de se stabiliser, tous les réseaux bancaires sont en ligne. Jean-Paul le soulignait, c'est des dizaines de milliers de dossiers qui sont dans le pipe. Tous les jours, on a des accords, nous, on voit passer dans les outils. Et tous les jours, maintenant qu'on fait du PGE, on boucle des poules avec nos partenaires bancaires. Donc, c'est une affaire qui roule à la vitesse de ce que peuvent assurer et assumer les équipes de toutes les banques de la place. Oui, on va revenir sur l'affaire qui roule parce que il y a aussi des entreprises qui sont encore dans l'incertitude et je pense que c'est important de préciser les choses pour elles aujourd'hui. Je voudrais passer avant la parole à Pierre Pelouzet. Pierre Pelouzet, vous êtes le médiateur des entreprises. Donc vous, votre rôle, c'est d'intervenir là où ça coince finalement entre les clients et les fournisseurs. Que ça soit des entreprises privées ou des entreprises publiques. Donc, expliquez-nous un peu le rôle du médiateur des entreprises et comment vous travaillez. Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est effectivement ça. On est là pour intervenir entre les entreprises entre elles, notamment des petites et des grandes, mais aussi entre les entreprises et les administrations, l'État, sur tout ce qui est marché public notamment. Donc, on va traiter des sujets que vous connaissez bien, mais qui vont faire une grosse partie de la trésorerie des entreprises. On a beaucoup parlé des banques, mais c'est vrai que la grosse partie des trésoreries des entreprises, c'est ce que leurs clients leur doivent ou ce qu'ils doivent à leurs fournisseurs. Et c'est là notamment où on va intervenir sur un premier paquet de sujets que sont les délais de paiement, les retards de paiement, toutes les difficultés qu'on peut avoir à se faire payer, tout en ne voulant pas se fâcher avec son client. Donc, toute la difficulté et la finesse de la médiation, c'est d'arriver à faire en sorte d'obtenir son paiement ou de trouver un compromis, un accord, sans pour autant se fâcher avec le client. Et puis, on a tout un tas d'autres sujets sur les ruptures brutales, on a aussi, en général, des sujets de propriété intellectuelle, des sujets de marque, tout ce qu'on peut imaginer
dans une relation avec un client, un fournisseur ou une autre entreprise. C'est notre quotidien. Donc face à ça, nous sommes saisis. Le moyen de nous joindre, c'est soit de nous questionner. On a 2 boutons sur notre site, poser une question parce que parfois on n'est pas sûr. Évidemment, quelqu'un vous rappelle dans les jours qui suivent pour vous informer, vous renseigner. Soit nous saisir, c'est-à-dire quand on sait qu'on a vraiment un sujet qui relève de la médiation, sur le site, vous avez un bouton saisir le médiateur. Et donc dans les jours qui suivent, un de nos 60 médiateurs, on en a partout sur le territoire, va vous appeler, vous écouter, peut-être vous conseiller, parce que parfois il y a 1 ou 2 trucs qu'on peut faire avant d'aller jusqu'à une médiation, et puis va aller chercher l'autre partie, c'est-à-dire la bonne personne chez le grand compte, chez le grand client, dans la grande administration, et organiser une médiation, c'est-à-dire un dialogue confidentiel, assisté par le médiateur, qui va faire en sorte, encore une fois, de recréer un lien de confiance, un lien d'échange, et de permettre que des solutions soient trouvées dans la relation entre les 2 entreprises ou l'entreprise et l'administration. Je vois l'image figée, j'espère que vous continuez à bien me voir. Bon, tout va bien, je continue, on m'indique, tant mieux. Donc, aujourd'hui, évidemment, pardon, nous sommes, on a parlé de tsunami tout à l'heure, nous sommes submergés par un tsunami de saisines. On est en général entre ce qu'on appelle les sollicitations, c'est-à-dire les gens qui nous laissent un petit message pour qu'on les rappelle, et les médiations, on est sur une 60aine de cas par semaine. Là, sur ces dernières semaines, on a multiplié par 10. Donc, on a 600 demandes par semaine de chefs d'entreprise avec 3 gros paquets qui se détachent. Un premier sur les retards de paiement. Toutes les entreprises qui nous disent on n'est plus payé, nos clients ont décalé, arrêté, repoussé tous les paiements et c'est dramatique pour nous, bien évidemment en particulier dans ce contexte de crise. Deuxièmement, sur tout ce qui est lié à des ruptures de contrat, qu'on peut comprendre dans certaines mesures, mais on le fait pas n'importe comment, c'est-à-dire arrêter tous les contrats du jour au lendemain sans dédommagement, sans discussion, sans même se dire qu'on pourrait peut-être payer une petite avance aujourd'hui pour un contrat qui sera réalisé dans 2-3 mois. Tout ça, c'est terrible pour les chefs d'entreprise. De la même manière, avoir des pénalités de retard alors que la crise nous empêche de livrer, de délivrer, de produire, ça aussi, c'est complètement incompréhensible. Donc, un deuxième paquet autour de tout ce qu'on peut appeler force majeure, rupture de contrat, difficulté à livrer. Et puis un troisième paquet qui est nouveau pour nous, qui est sur toutes les relations entre les bailleurs et les locataires. Évidemment, notamment dans le monde du commerce, où des commerces ont été obligés de fermer du jour au lendemain. Évidemment, là aussi, ils ne peuvent pas payer leur loyer. Alors, quand c'est un grand bailleur, j'allais dire, ça pose moins de difficultés. Quand c'est un petit bailleur, souvent, ça vaut le coup d'avoir une médiation pour discuter, essayer de trouver le meilleur compromis entre les 2. Donc, sur ces 3 paquets de sujets, on est bien sûr à votre disposition. Le premier sujet a pris une telle ampleur, tout ce qui est retard de paiement, que à la demande du ministre, moi je suis rattaché à Bruno Le Maire, donc à la demande de Bruno Le Maire et en accord avec le gouverneur de la Banque de France, nous avons créé un comité de crise spécifique sur les délais de paiement. Et donc, nous avons autour de la table l'ensemble des organisations patronales, le MEDEF, bien sûr, c'est Patrick Martin que vous connaissez bien, qui siège dans le comité, le président de l'AFEP, le président de la CPME, le président de l'UDP, les chambres de commerce, les chambres des métiers, la DGCCRF, donc tous les acteurs qui peuvent se mobiliser et qui ont porté un message commun d'ailleurs disant d'autant plus en période de crise, il faut être responsable, il faut payer ses factures. Et d'ailleurs, même si on peut les payer un peu plus tôt que d'habitude, c'est pas plus mal. Donc, ce comité a 2 fonctions. On fait remonter toutes les informations sur les payeurs, les bons et les mauvais. C'est-à-dire que quand on voit de manière consolidée, c'est de l'information confidentielle bien sûr qui nous remonte, que tel ou tel grand acteur structurant a arrêté ou décalé ses paiements, le comité intervient directement auprès de la direction générale, du président, du directeur financier, pour lui dire chère madame, cher monsieur, il y a un problème chez vous et on vous demande s'il vous plaît, au nom de toute l'économie française que nous représentons, d'y mettre bon ordre. Pour être très transparent avec vous, on a eu plus d'une dizaine de cas et on en a une dizaine quasiment toutes les semaines qui nous arrivent. Nos interventions sont plutôt couronnées de succès, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les dirigeants, les grands patrons nous
nous écoutent et mettent en œuvre et nous démontrent qu'elles mettent en œuvre, puisqu'on voit des mails envoyés à toutes leurs équipes, des paiements qui reviennent dans la normale pour ces entreprises. À l'autre bout du spectre, on veut bien sûr mettre en avant aussi ceux qui font particulièrement bien. On a identifié des entreprises qui avaient pris l'engagement publiquement de payer tout de suite, c'est-à-dire de payer le plus vite possible, notamment les PME, les TPE, les artisans et les entreprises les plus fragiles. Et je pense que c'est d'ailleurs le moyen le plus sûr de les aider à passer le cap, parce que là, c'est tout de suite que l'argent rentre. Et évidemment, c'est tout de suite qu'elles en ont besoin. Donc, il y a déjà une dizaine d'entreprises qui ont été identifiées. Nous avons publié ce matin, donc vous voyez, on est en plein cœur de l'actualité, une première liste des 10 entreprises que vous allez trouver dans un certain nombre de médias, puisque le communiqué de presse a été repris, mais qu'on veut féliciter, parce que mettre en œuvre un paiement accéléré des fournisseurs aujourd'hui, c'est vraiment une preuve d'intelligence, je dirais, de solidarité, de pragmatisme, et on ne peut qu'encourager toutes les autres entreprises à les rejoindre, à faire pareil, et on se fera un plaisir d'ailleurs de les mettre en avant aussi pour toutes celles qui prennent les mêmes engagements et bien sûr qui les tiennent. Donc voilà, en résumé, à votre disposition des 60 médiateurs qui sont tous sur le pont, ils ne chôment pas, ça je peux vous le dire, mais pour tous vos sujets, rupture de contrat, paiement en retard, difficulté avec les bailleurs ou tout autre sujet avec une entreprise ou une administration, n'hésitez pas, médiateurdesentreprises.fr. On vous contacte dans les jours qui suivent, on essaie de tenir un délai d'une semaine maximum avant de vous contacter, et puis on vous conduit sur la médiation. Et jusqu'à présent, notre taux de succès de 75% ne se dément pas, donc on espère le maintenir pendant la crise parce qu'on est là pour aider. Encore faut-il que les entreprises nous saisissent, donc n'hésitez pas à le faire et à le faire savoir. Ouais, d'ailleurs, je signale au passage qu'elles peuvent vous saisir soit directement, soit avec l'aide de leur MEDEF territorial. Et en général, les demandes aboutissent très vite et on obtient des réponses très vite. Je suis ravi d'entendre aussi qu'il y a une liste d'entreprises vertueuses qui est publiée. J'espère que ça va encourager un grand nombre d'entre elles à rejoindre le groupe de tête. Je voudrais revenir maintenant sur des questions qui sont peut-être des questions de détail, mais je crois que c'est important pour les gens qui participent au webinaire, qui touchent à une catégorie que Jean-Paul a évoquée tout à l'heure, qui sont finalement peut-être les entreprises qui aujourd'hui ont des difficultés encore à accéder aux dispositifs de financement. Alors elles ont des difficultés parce qu'elles ont du mal à s'organiser, elles n'ont pas obtenu les codes, etc. Elles n'ont pas les moyens ou elles n'ont pas tout à fait terminé leur plan de trésorerie, etc. Donc on va rentrer un peu dans des sujets très pratiques. Mais Jean-Paul, je voudrais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui on a une idée de combien de temps il faut pour obtenir une réponse de sa banque au niveau du PGE? Alors, je vois que mes deux confrères BPI et j'ai un écho dans les oreilles, donc je vais enlever un écouteur parce que je m'entends. Comme on dit mes deux confrères, on est submergé par les demandes. C'est vrai que c'est au niveau national, je vous ai donné les chiffres, 230 000 entreprises, ça fait au niveau de l'Île-de-France, ça fait 50 000 entreprises. Donc ce sont des nombres énormes. On s'est engagé au niveau des banques, c'est de répondre en une semaine. Voilà. Donc délai d'une semaine pour répondre. Alors il y a des dossiers plus faciles que d'autres, voilà, mais en moyenne une semaine. Donc ce que je redis et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est dans un premier temps, c'est faire le tour de toutes les banques. Et si vous n'arrivez pas à boucler le PGE, refaites un second tour auprès des banques pour que toutes les banques s'alignent, parce que la médiation du crédit, c'est certes efficace, mais c'est pas l'objectif, c'est pas d'envoyer les entreprises à la médiation du crédit. C'est si on peut s'arranger entre banques, faisons-le avant. Donc délai une semaine en moyenne, c'est le délai de 5 jours sur lequel on s'est engagé. Alors est-ce que si ça dure plus longtemps, si ça dure plus qu'une semaine, est-ce que le chef d'entreprise doit s'inquiéter et se dire que finalement, si ça dure un peu, c'est que son dossier ne va pas être accepté?
Non, pas forcément. On peut y avoir, comme je disais tout à l'heure, il y a des si son conseiller d'affaires a attrapé malheureusement le virus, eh bien, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui reprenne, etc. S'il est en quatorzaine parce que quelqu'un de son entourage, parce que à partir du moment où on a un collaborateur qui a été touché de près ou de loin par quelqu'un qui a le coronavirus, on le met en quatorzaine chez lui. Donc, je parlais de ces 20% d'effectifs qui sont pas forcément mobilisés. Mais sachez que à l'heure où je vous parle, tous les conseillers, que ce soit professionnels ou entreprises, sont mobilisés à 200% sur le PGE. Ils ne font quasiment que ça. Donc, moi, ce que je conseille, s'il ne voit pas arriver, c'est de reprendre langue et de rappeler, et de dire, voilà, j'en ai besoin parce que j'ai une échéance, j'ai l'échéance des salaires à faire fin avril, j'ai l'échéance de fin mai, etc. Nous, de notre côté, on s'est engagé à prioriser, c'est-à-dire on demande aux chefs d'entreprise quel est le degré d'urgence de votre demande, et certains disent, bon, écoutez, moi, il n'y a pas d'urgence, j'en ai besoin, mais ça ne sera pas avant fin mai, je peux tenir jusqu'à fin mai, donc on ne le met pas dans les priorités. Par contre, celui qui nous dit fin avril, j'en ai besoin, on le met dans les priorités. Et après, dans l'attente du décaissement, il peut y avoir tout un tas d'accords avec sa banque pour passer le cap avant le décaissement du PGE, même si oui, il peut être très rapide puisqu'il n'y a pas d'autre garantie que la garantie de l'État. Ça peut aller très vite, mais il peut y avoir voilà, une avance de trésorerie temporaire, très temporaire, sur quelques jours s'il y a un décalage. À partir du moment où le PGE est accordé. Je retiens, c'est qu'il ne faut pas, bien sûr, il y a des inquiétudes qui sont légitimes, hein, mais il ne faut pas surinterpréter l'absence de communication. Il faut se parler avec son banquier ou ses banquiers habituels et échanger pour essayer d'avancer au mieux possible en tenant compte des contraintes de tout le monde. Il y a une autre question qui revient. Et j'ai même fait la proposition au MEDEF Île-de-France, dans lequel je suis au niveau du bureau. Je dis, si en tant que président FBF pour comité Île-de-France, s'il y a des dossiers, moi je veux bien faire l'intermédiaire et les faire remonter aux banques concernées, si c'est d'autres banques que la Société Générale. Charles, je ne te vois plus. Voilà, je suis revenu. Oui, la proposition au niveau du MEDEF Île-de-France, bien sûr. Et une autre question qui revient très souvent, enfin un paquet de questions qui reviennent très souvent, c'est autour de la documentation qui est demandée par le banquier. Alors le banquier, il demande tout un tas de choses, pas forcément, il ne demande pas toutes les enseignes ne demande pas forcément la même chose, donc ça peut être aussi un facteur un peu perturbant pour le chef d'entreprise. Le fait, par exemple, de demander un atterrissage 2020, alors que à l'évidence, on sait pas où on va en 2020, faut être clair. C'est quoi les conseils qu'on peut donner aux chefs d'entreprise pour aborder ça d'une manière un peu plus, relax, si j'ose dire? Alors, le point important, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est déterminer le montant du PGE. Voilà. Donc, pour déterminer ce montant, il faut quand même avoir quelques données. Et ces données peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le travailler avec votre expert comptable. D'ailleurs, avec le président de l'Ordre des experts comptables, on est en mode dialogue permanent. Et l'Ordre des experts comptables a produit un document synthétique pour présenter une demande de PGE, que je peux pas bien sûr normer interbancaire, mais je trouve qu'il est en tant que banquier de terrain qu'il est très bien fait. Il peut servir de base pour déposer une demande de PGE. Mais ceci étant, ne faut pas croire qu'on demande des choses extraordinaires. Je veux dire, peut-être à certains endroits, mais moi je vois comment sont montés les dossiers. Les dossiers, on en monte beaucoup en ce moment. C'est surtout déterminer ce montant, voilà, de combien l'entreprise a besoin. C'est ça l'élément de base. Et après, on peut travailler avec l'expert comptable. Comme je dis, si on n'a pas de document, une attestation de l'expert comptable suffit pour 2019. Quoi. Alors, pour déterminer un montant, il y a une catégorie d'entreprises dont vous parliez tout à l'heure qui sont la dernière catégorie, les entreprises en retournement, en rémission. Celles-là, elles ont à la fois une contrainte qui est liée au fait que les caisses sont vides. Les caisses sont vides parce que
pour tout un tas de raisons, peut-être parce qu'à cause en particulier en Île-de-France, le fait qu'il y a eu les perturbations liées aux manifestations des Gilets jaunes, puis ensuite les grèves de transport, etc. Donc elles ont des indicateurs économiques qui sont pas très bons, et elles ont des échéances qui arrivent tout de suite. Donc celles-là sont particulièrement nerveuses, tendues. Et puis il y a toute une autre catégorie d'activités qui sont toutes celles liées à l'événementiel, etc., qui elles voient pas vraiment d'horizon de reprise dans les mois qui viennent, quoi. Celles-là s'inquiètent véritablement beaucoup. Donc comment est-ce qu'on peut les aider, les orienter? Je le comprends tout à fait. On a pas mal de clients dans l'événementiel aussi. Donc là, c'est extrêmement complexe. Mais une entreprise dans l'événementiel n'est pas forcément dans la troisième catégorie que j'ai citée tout à l'heure. Elle peut très bien être dans la première ou dans la deuxième, et on peut très bien l'accompagner parce que elle peut maîtriser ses charges pendant cette période. Ce qui est le plus compliqué, c'est quand l'entreprise a des critères d'exclusion au PGE. Et là, c'est très compliqué parce que vous comprenez que si on ne peut pas mettre en place un PGE, c'est encore plus compliqué de mettre un prêt qui n'a pas d'autre garantie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est les dossiers les plus complexes, c'est les dossiers sur lesquels on passe le plus de temps, et c'est les dossiers pour une petite partie, puisqu'actuellement, le nombre de dossiers en médiation, Jean-Pascal pourra le confirmer. Pour le moment, c'est moins de 1% de l'ensemble des dossiers, des demandes réalisées. Voilà. Bon, ça va certainement monter dans les mois à venir, semaines à venir, mais actuellement, c'est moins de 1%. Donc, on peut pas dire qu'on est sur des montants et des chiffres énormes. Mais c'est toujours trop pour ces entreprises-là. Justement, en matière de médiation, Jean-Pascal Prevet, est-ce qu'il y a des exemples de médiation, des exemples de médiation réussis, et est-ce que, comme Jean-Paul Barbet, vous envisagez qu'il y ait justement une montée des demandes au niveau de la médiation du crédit, du fait que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a forcément pour l'instant des trous dans la raquette? Oui, alors on pense qu'effectivement, il risque d'y avoir une montée des dossiers en médiation du crédit. Alors je parle un peu sous le contrôle de Jean-Paul Barbet, mais il me semble que comme les agences bancaires sont sous une pression très forte, les dossiers les plus faciles sont peut-être passés en premier, parce que effectivement, à partir du moment où vous êtes sur une entreprise qui est saine, bien capitalisée, qui fait des résultats, sa demande de PGE, elle nécessite pas une analyse très 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 approfondie. Donc, il n'est pas impossible, et ça, je ne peux pas le prouver aujourd'hui, il n'est pas impossible qu'il y ait une progression des besoins de médiation dans les semaines qui arrivent. Bon, pour l'instant, la médiation progresse assez sensiblement, mais en restant, comme le disait Jean-Paul, dans des proportions tout à fait raisonnables. Moi, j'ai pas reçu encore, je suis un petit peu en dessous des 500 dossiers depuis la crise. 500 dossiers sur 50 000 instruits, effectivement, on n'est pas loin du 1% dont il parlait. J'ai pas beaucoup de recul aujourd'hui sur le taux de succès, parce que on a déjà des dossiers qui sont sortis, bien sûr, hein, en succès ou en échec, mais c'est pas statistiquement représentatif, parce que si vous voulez, ça a démarré qu'il y a peu de temps, ce processus PGE, le temps que les entreprises aillent voir leur banquier, discuter avec leur banquier, ils ont une réponse négative de leur banquier, ils nous saisissent. Nous, quand on est saisi, on rappelle le banquier, on laisse une semaine au banquier pour se positionner sur le dossier. Donc, si vous voulez, il y a forcément un peu de délai. Et comme ça vient de démarrer, je ne peux pas vous dire que j'ai une belle vision sur un taux de succès de la médiation. Historiquement, la médiation a des taux de succès de 65%. Mais on ne sait pas du tout si, dans le cadre de la crise Covid, on va garder des taux de succès de ce montant-là. Hein. Donc là, dans 15 jours, je commencerai à y voir un peu plus clair, parce qu'on aura des dossiers qui auront plus abouti. Ce qu'on essaie de faire souvent, c'est d'expliquer aux chefs d'entreprise aussi ce qu'il devrait faire pour mieux expliquer à son banquier. Parce que je comprends très bien que on puisse pas accepter de dire écoutez, voilà mon chiffre d'affaires 2020, je vous fais le prévisionnel, ça sera ça. Non, vous l'avez dit, on ne sait pas combien de temps va durer le confinement, comment on va en sortir. Donc, c'est normal que le chef d'entreprise puisse pas répondre à ça. Mais par contre, c'est pas normal qu'il puisse pas dire à son banquier, ben voilà, j'ai 3 hypothèses.
J'ai mon hypothèse centrale, j'ai l'hypothèse si c'est mieux que prévu et j'ai l'hypothèse catastrophe. Voilà. Et par rapport à ces hypothèses, expliquer quels sont ses besoins. Voilà. Et donc, dans un certain nombre de fois, on propose au chef d'entreprise de changer un peu son approche vis-à-vis du banquier. Ou alors, des fois, c'est un peu trop mathématique, c'est-à-dire à partir du moment où c'est 25% du chiffre d'affaires, il a demandé 25% du chiffre d'affaires. Donc nous, quand on voit ça, on lui dit, mais pourquoi ce chiffre-là? Pourquoi vous avez besoin de ça, hein? Essayez de montrer quel est votre besoin pour ce pont de trésorerie, justement, hein, pour pouvoir passer cette période difficile. Essayez de mieux qualifier votre besoin. Parfois, c'est simplement des choses comme ça, hein. Et il y a un certain nombre de cas dans lesquels on arrive, alors je ne sais pas s'il faut le qualifier de succès ou pas, mais on demande 100, le banquier dit non, et puis après la médiation, on a 80. Bon, c'était pas 100, mais c'est pas 0 non plus. Voilà. J'ai pas suffisamment de recul, hein, pour qualifier quand même le taux de succès à terme. Par rapport à ce que vous disiez, donc évidemment, j'invite bien, comme le disait Jean-Paul Barbet, à vous rapprocher de vos experts comptables, hein. C'est votre interlocuteur habituel de proximité et certainement le mieux adapté pour préparer un dossier PGE. Je vous dis néanmoins que la Banque de France a mis à votre disposition un outil totalement gratuit, très simple d'utilisation. Il y a juste une contrainte, c'est que vous ayez 2 liasses fiscales et que vous puissiez donner 2 liasses fiscales à la Banque de France pour qu'elle le rentre dans son système. Et derrière ça, vous pouvez à la fois avoir un positionnement de vos performances économiques dans votre secteur d'activité et aussi faire un prévisionnel. Très, très simple. Et tout à l'heure, quand je disais faire 3 hypothèses, ça peut être 3 prévisionnels, hein. Prévis 1, prévis 2, prévis 3. Voilà, donc sachez-le, si vous avez des difficultés à matérialiser ça, et pour les petites entreprises, c'est pas toujours facile, la Banque de France a sur son site internet mis à votre disposition un petit simulateur qui s'appelle Opale, O-P-A-L-E, qui est totalement gratuit, rapide d'utilisation, et les correspondants TPE dans les départements que je vous ai cités tout à l'heure seront là pour vous accompagner. Hein, s'il y a besoin d'eux pour renseigner ce dont vous avez besoin dans cet outil, les correspondants TPE vous accompagneront. Donc ça peut être un élément de réponse. Et puis un mot sur la cotation aussi. Tout à l'heure, le médiateur aux entreprises parlait des entreprises qui ont arrêté de régler des fournisseurs. Alors, bien évidemment, la Banque de France tient le même discours, c'est-à-dire tant que vous pouvez régler vos fournisseurs, réglez vos fournisseurs. Hein. Bon, dans un certain nombre de cas, même en le voulant, c'est pas possible. Donc, habituellement, ces entreprises-là auraient été immédiatement décotées par la Banque de France avec une cotation d'incident de paiement. Aujourd'hui, on laisse un peu de temps aux entreprises de façon à passer cette période très difficile, à pouvoir bénéficier de soutiens de trésorerie que l'État a proposé de mettre en place. Et donc, aujourd'hui, on a suspendu totalement nos cotations péjoratives sur les incidents de paiement. Alors, je dis bien, hein, ce n'est pas parce qu'on a suspendu la cotation que ça doit vous inciter à ne pas régler vos fournisseurs, mais en tout cas, sachez, pour ceux d'entre vous qui ont des vraies difficultés à payer leurs fournisseurs, que vous ne serez pas décotés par la Banque de France. C'est un point important et qui permet aussi d'accompagner les entreprises et permettre aux entreprises de bénéficier de tous ces systèmes que les pouvoirs publics et les régions aussi, parce que les régions y participent, mettent en place pour aider les entreprises à passer ce moment très difficile. D'ailleurs, ça amène une question. Est-ce qu'une entreprise qui ne respecte pas ses délais de paiement à ses fournisseurs intentionnellement peut se voir refuser un PGE pour ce motif? Écoutez, le PGE, effectivement, le banquier accède à toute l'information disponible quand il octroie ou pas un accord pour un PGE. Or, si nous avons suspendu nos cotations péjoratives, en revanche, pour les banquiers voient quand même tous les incidents de paiement. Donc, il y a une vision des traites qui ne sont pas payées, mais elles n'ont pas d'impact sur la cotation. Alors après, effectivement, un banquier pourrait l'intégrer, ça pourrait être un peu réticent. C'est ce que disait Jean-Paul Barbet tout à l'heure, c'est-à-dire que normalement, le PGE, il n'est pas fait pour essayer de rattraper des entreprises qui étaient totalement à la dérive dès 2019.
Il est fait pour aider les entreprises qui étaient saines, alors pas forcément en situation hyper favorable, en tout cas qui étaient saines et qui vivaient à peu près normalement, et passer ce moment difficile. Donc une entreprise qui aurait, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, des capitaux propres négatifs, qui aurait accumulé des incidents de paiement, par exemple en 2019, avant le Covid, je crains que le banquier, dans sa prise de décision, il en tienne compte. Ce qui n'est pas incohérent. Pierre Pelouzet peut peut-être rajouter quelque chose, et après Jean-Paul, pardon. Simplement pour dire sur les délais de paiement, bien entendu, le PGE, on voit mal comment octroyer un PGE à des entreprises qui derrière ne paieraient pas leurs fournisseurs. Et je crois même que maintenant, quand on demande un PGE, il y a une case à cocher qui est un engagement sur l'honneur. Alors bien sûr, ça vaut que l'honneur de celui qui l'a coché, mais de payer en temps et en heure ses fournisseurs. Après, vous l'avez dit, il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas payer leurs fournisseurs pour tout un tas de très bonnes raisons. Et j'allais dire, c'est d'autant plus là où la médiation est importante. C'est-à-dire que pour le fournisseur qui attend le paiement, il n'y a rien de pire que l'incertitude. Il préfère savoir que son client est en difficulté, mais qu'il y a un PGE qui est en attente, il y a une solution qui est en attente et que même on va décaler un petit peu, mais il sera payé, plutôt que d'avoir ce qu'on a souvent malheureusement, c'est le silence absolu qui est terrifiant pour le fournisseur qui attend son argent. Ouais, Jean-Paul, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce même sujet? C'est du comportemental et c'est de l'engagement sur l'honneur, mais ce n'est pas un critère d'exclusion pour faire un PGE. Moralement, c'est pas tenable, mais c'est pas un critère d'exclusion s'il y a un incident, s'il y a eu un incident à un moment donné, voilà. À partir où l'entreprise est in boni, c'est pas en liquidation ou en règlement, etc. Elle peut y avoir droit. Alors j'aimerais comprendre si je ne sais pas lequel d'entre vous peut me répondre, peut-être Dominique, peut-être Jean-Paul, pour tout le secteur hôtel, café, restaurant, événementiel dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a une approche particulière? Est-ce qu'il y a un traitement qui est distinct du reste des entreprises? Je peux prendre la parole. En fait, il y a eu un traitement prioritaire pour l'événementiel parce que c'était la caricature même de l'impact, l'impact total. Et il y a un traitement qui va être aussi un peu atypique pour l'hôtellerie-restauration. Parce que là aussi le traitement l'arrêt était brutal, binaire, hein, c'était 0 de chiffre d'affaires du jour au lendemain sur des décisions donc de fermeture. On sait que, vous le disiez tout à l'heure, ce secteur avait déjà été fort sinistré de par les gilets jaunes et les grèves, donc on avait déjà nous une grande partie de notre clientèle hôtellerie en Île-de-France, hôtellerie et restauration qui était déjà en moratoire de par les épisodes attentats, gilets jaunes et grèves. Heureusement, le secteur avait fait une belle année 2019, donc c'est très équivoque. On va avoir des très beaux, globalement quand même des belles performances en 2019, mais on sait que là la crise va être majeure et donc on est en train de proposer nous au gouvernement un plan spécialement vers le tourisme de grande ampleur avec des produits là aussi un peu sur mesure parce que c'est un secteur d'activité que BPI connaît bien, indépendamment bien sûr de leur accès au PGE que nous sommes en train de monter avec les partenaires bancaires. Voilà, ça c'est vrai que c'est le secteur auquel on pense et à contrario on a des secteurs qui sont absolument pas concernés. Hein. Là j'ai signé un dossier d'opérateurs de câbles, de fibres pour le net. Bon, lui, au contraire, il voit ses flux densifiés et il n'y a pas d'impact. Il y a pas mal de secteurs d'activité où le fait qu'on puisse travailler en numérique, et on fait des progrès, on le disait chez nous, en un mois, c'est un mois tout ça, hein, l'histoire date d'un mois, on a fait des progrès, les mêmes progrès qu'en 2 ans en termes d'appropriation du digital et de travail chez soi. Et ça va laisser
ça va laisser des traces dans le bon sens du terme. Donc on va capitaliser là-dessus. Il faut voir une partie du bon côté de la chose. Et je rebondis, je terminerai probablement sur une actualité, sans brûler, je dirais, l'information. On lance donc probablement demain ou lundi un prêt qui va s'appeler Backup Prévention, en français rebond, qui a été donc décidé, monté et qui nous a été proposé par la région Île-de-France, donc pour laquelle nous serons opérateurs. Donc c'est un prêt qui va compléter les PGE. Alors dans certains cas, là où le PGE va saturer les 25%, parce qu'on n'a pas la même contrainte de chiffre d'affaires, on pourra dépasser 25%. Et c'est un prêt qui fera entre 10 000 et 300 000 euros, uniquement pour les entreprises franciliennes, tout secteur d'activité, forme juridique de société jusqu'ici. Et donc 7 ans, 2 ans de différé en capital, donc c'est un vrai prêt confort, entre guillemets, sur les 2 ans qui viennent. Et le dernier intérêt, ou les 2 derniers avantages, c'est qu'il est sans garantie, puisque c'est la région et BPI qui prenons le risque, et il est à 0% puisque la région le bonifie. Voilà, c'est un produit que nous attendions et qu'on vient de mettre au point avec la région. Donc Valérie Pécresse a annoncé une puissance d'intervention de 300 millions. On démarre donc lundi la commercialisation de ce produit qui sera toujours mis en place en cofinancement avec un partenaire bancaire, donc sous couvert d'un PGE bien sûr, la plupart du temps. Mais là, soit parce que le banquier fera la moitié du PGE possible et nous on complétera avec le prêt rebond. Donc toujours à l'initiative de la banque, mais l'entreprise peut lui souffler que cette solution alternative ou complémentaire, en l'occurrence, existe. Voilà. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi des dispositifs qui vont venir compléter le dispositif existant, aussi bien en ce qui concerne les startups, le secteur événementiel, café, hôtel, restaurant et d'autres secteurs par ailleurs. Qu'est-ce qu'il en est des autres formes d'organisation type les SC, les associations, etc. Est-ce qu'elles rentrent dans le dispositif actuel? Est-ce qu'elles peuvent y entrer? Sous quelles conditions? Peut-être repasser la parole à Jean-Paul. Merci Charles, oui, bien sûr. Concernant les SCI, je l'ai mentionné tout à l'heure, les SCI, c'est le seul exclusion en termes d'entité. Par contre, les associations, bien sûr, ont droit au PGE. Alors après, le sujet sur une association, c'est de calibrer les 25%. C'est 25% par rapport à quoi? Puisqu'une association n'a pas en direct un chiffre d'affaires. Donc, pour calibrer les 25%, l'État nous considère qu'il faut qu'on retire de l'ensemble des budgétaires de la partie subvention et dons pour calibrer les 25%. Mais sinon, l'association a droit. Voilà. Très bien. Et sur la partie sur la partie relation entre BPI et banque, est-ce qu'à un moment donné, une fois qu'il y a un prêt qui a été engagé sous l'égide du PGE, et la banque va faire jouer sa garantie puisque le débiteur est défaillant, est-ce qu'il y a des cas où la BPI va refuser de faire jouer, est-ce qu'il peut y avoir des cas où la BPI va refuser de faire jouer cette garantie vis-à-vis de la banque? Je vois sourire. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dominique, il a l'air sympa comme ça, mais quand on envoie un dossier qui est mal monté, il nous dit Monsieur le banquier, t'as pas bien travaillé. Donc, si on respecte pas les critères d'éligibilité, la BPI va nous dire écoutez, voilà, ce dossier n'était pas recevable. Je suis navré, mais la garantie de l'État vous est pas acquise, donc c'est 100% pour le risque bancaire. Voilà. Dominique, tu peux compléter. Hein, je te laisse compléter. J'allais dire, on sera missionné le moment venu pour ça. Maintenant, les critères d'exclusion, on les a bien balisés dans le sens où il y avait un des sujets, c'était pas dépasser 25% de chiffre d'affaires et toute la procédure numéro unique est justement mise au point pour vérifier en avance de phase que
l'ensemble des banques n'accorderont pas des PGE au-delà de 25%. Donc ça, c'était le gros point clivant. Maintenant, les équipes bancaires sont de mieux en mieux formées. Il n'y a pas trop d'items à respecter. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de sujets, en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse à l'arrivée. On n'a pas abordé, nous, on est des gens dans une logique naturellement optimiste d'après-crise, mais Charles, vous le savez, il y a aussi, il y aura probablement dans le panel de solutions qu'il faudra imaginer, plus que par le passé, des solutions de capital, des solutions originales de haut bilan, des solutions intermédiaires, d'obligations, parce que malheureusement, les entreprises vont sortir endettées. C'est une dette qu'on n'avait pas prévue, qui n'a pas financé un outil de production, et qu'il va bien falloir quand même rembourser j'espère dans la majeure partie des cas. Donc c'est des dettes un peu stériles qu'on va laisser digérer pendant 5-6 ans, mais en parallèle, si on veut vraiment redémarrer, nous on est en train de penser sur des solutions de prêts intermédiaires, de prêts originaux qui seraient pas du capital, qui seraient pas des obligations convertibles, parce que ça sera probablement une des clés du redémarrage. Donc ça va nous obliger à être assez imaginatifs. Ça va probablement obliger les chefs d'entreprise à faire un bout de chemin aussi sur des sujets d'ouverture du capital dans des moments un peu pacifiés. Mais je pense que c'est une partie des solutions qu'on écrira ensemble dans les années à venir. Oui, justement, c'est un point très intéressant. Pardon, vas-y Jean-Paul. Non, pardon Charles, je voulais juste compléter les propos de Dominique. Je rebondis sur ces propos qui sont extrêmement vrais. Si l'entreprise sort, je dirais, de cette phase avec un mur de dette énorme et sur lequel elle va engager toute sa capacité, sa marge brute d'autofinancement, voire plus, comment elle va pouvoir assurer son développement et sa croissance future. Vous voyez, donc d'où l'intérêt de bien calibrer quand même le PGE. C'est pas la peine de surcalibrer, il faut laisser de la puissance d'endettement futur pour la croissance de l'entreprise. Oui, et alors ça m'amène à une autre question qui est une entreprise qui s'est fait refuser son PGE. Est-ce qu'elle peut revenir en deuxième semaine, si j'ose dire, avec une solution où elle a augmenté ses fonds propres, les actionnaires ont mis du compte courant, etc. Comment on fait dans ces cas-là? Bien sûr, je laisserai mes amis compléter, mais une entreprise, par exemple, qui vient, on a eu l'exemple où la moitié des capitaux propres n'existe plus, donc normalement, c'est pas recevable PGE. S'il y a un apport immédiat en compte courant que l'on peut bloquer ou une augmentation de capital, le dossier peut tout à fait être recevable en PGE une fois l'augmentation de capital fait ou le blocage des comptes courants réalisé. D'accord. En fait, on le constate tous les jours, puisque indépendamment de notre activité d'investisseurs en direct, BPI France est aussi souscripteur d'autres fonds d'investissement et on est notamment derrière 300 sociétés de capital investissement, dont capital risque, capital innovation, etc. Et aujourd'hui, cette profession-là, dont on parle moins que la profession bancaire, fait vraiment le job. Ça tombait bien, elle avait de la liquidité. Elle était, après des années relativement probantes en termes de rentabilité. Donc, aujourd'hui, on a, nous, sur tous les dossiers innovation qu'on voit passer pratiquement, il y a concomitamment une augmentation de capital, un prêt BPI spécial innovation et un PGE. C'est-à-dire que on est vraiment dans une intervention tripartite qui donne beaucoup de poids au dossier, parce que on voit des dossiers de start-up qui ont perdu beaucoup d'argent l'année dernière. On peut se dire, la barre est infranchissable. Oui, si y a que le banquier à qui on demande de la faire passer, ça va être compliqué. Par contre, si l'investisseur dit, bon, on va perdre un an, mais on va réinvestir pour lui permettre de passer le cas. BPI qui rebelote un prêt à l'innovation et la banque qui fait le PGE, c'est des dossiers qui sont exemplaires. Ok. Il y avait une question sur le chat qui disait, est-ce que quand BPI est déjà prêteur d'une entreprise, est-ce qu'on peut intervenir est-ce qu'on peut monter le PGE directement avec BPI?
Alors hier, non. Aujourd'hui, oui, mais jamais BPI seul, parce que déjà le PGE, Jean-Paul l'a peut-être dit, j'ai l'impression que je pars de l'image, ne s'adresse qu'à des entreprises. Alors, le PGE ne concerne... C'est très bien. Le PGE n'est pas un produit, vous l'avez bien compris, bancaire de conquête. On a le droit de faire du PGE dans les entreprises chez qui nous sommes. Donc, merci de souligner que si une entreprise dans laquelle BPI est prêteur, ou au capital, bien sûr, si elle nous sollicite pour intervenir dans le cadre de son plan de trésorerie, hier on a fait de l'atout, mais faute d'atout maintenant, on n'a plus d'atout, on va faire du PGE, mais toujours, ça c'est les fondamentaux de BPI, en cofinancement avec un partenaire bancaire. Jamais nous ferons la totalité d'un PGE dans une entreprise. Et on pourra faire demain un prêt rebond à côté d'un PGE. En fait, on aura 2-3 produits alternatifs au PGE qui ont les mêmes intérêts que le PGE, c'est-à-dire pas très cher pour soutenir cette opération et soutenir les entreprises à ce moment-là, et toujours complémentaire à un produit bancaire. D'accord. On a vu aussi passer des questions sur les entreprises qui sont sous LBO. Donc ça, c'est un cas particulier. C'est peut-être un peu technique. Et ça demande un développement un peu long et une discussion avec le banquier. Mais on peut peut-être donner déjà une idée générale du sujet. Je veux bien répondre. J'ai presque plus de son. J'ai l'impression que le son est en train de partir, mais je peux répondre. Une entreprise, bien sûr, sous LBO, a droit au PGE, même si ça peut faire briser certains covenants et même si ça peut mettre certains leviers, effets de levier en excès, elles ont droit quand même au PGE. Voilà. Donc, tout à fait, à partir du moment où elles restent en dehors des exclusions que j'ai citées tout à l'heure, LJ, RJ et capitaux propres, 50% négatifs ou 50% du capital obéré. Sachant que les entreprises qui sont dites en difficulté, en plan, RJ, etc., d'après ce que j'ai compris, vont faire l'objet de mesures complémentaires dont on attend le détail sur les semaines qui viennent. Exact. Donc on n'y est pas encore. Exact. On prend les choses au fur et à mesure. Une question, Jean-Paul, sur la manière dont le plan de remboursement du prêt va se discuter avec la banque après le différé de remboursement. Parce qu'il y a une période de 12 mois, bon, ça c'est le pont. Puis une fois qu'on est au bout, comment ça va se passer ? Alors, 4 mois avant l'échéance des 12 mois, comme je le disais tout à l'heure, c'est le chef d'entreprise lui seul qui décide ce qu'il va faire. Soit il transforme intégralement le montant du prêt en crédit amortissable sur 2, 3, 4 ou 5 ans. C'est lui qui décide. Soit il décide d'en rembourser une partie et puis de rembourser partiellement une partie du crédit. Mettons 1 million, il a 1 million sur 12 mois. Il dit j'ai besoin que 500 000, il repart sur 500 000 sur 5 ans par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment à sa main. C'est 100% à sa main, le banquier n'a rien à dire là-dedans. Entendu. Je vois qu'on arrive à 18h30, donc qui était la fin de l'horaire qu'on s'était fixé pour ce webinaire. Peut-être vous redonner la parole aux uns et aux autres, peut-être sur des points que vous auriez voulu aborder ou un petit mot de la fin. On va commencer par Pierre Pelouzet. Oui, merci. Pas beaucoup plus que ce que j'ai pu dire tout à l'heure. J'allais dire, pour nous, le plus important, c'est que l'information circule, c'est-à-dire que tous ceux qui pourraient avoir besoin de nous soient au courant qu'on existe, pensent à nous saisir. Je préfère des entreprises qui vont nous saisir peut-être un peu trop tôt ou qui n'auront pas besoin d'une action immédiate, mais qu'on pourra accompagner, conseiller, conduire, plutôt que des entreprises qui vont venir trop tard et pour qui même une médiation les plus réussies deviendra un exercice périlleux. Donc n'hésitez pas à nous saisir, n'hésitez pas à nous faire remonter de l'information aussi
si vous identifiez des entreprises qui n'agissent pas comme il le faut. Voilà, on est là pour ça et en particulier, encore plus évidemment dans cette période difficile pour tout le monde. Merci. Dominique, un mot de conclusion. On va essayer de terminer sur une note positive. Bon, enfin, je rappelais que ça fait un mois, hein, c'est dans la vie, dans nos vies professionnelles, c'est rien un mois et on a l'impression d'écrire des histoires complètement étonnantes. Ce que je trouve, c'est que c'est très fédérateur et au niveau de la profession, au niveau de l'adhésion de mes équipes, des équipes des banques en général, hein, sur une mission d'appui, de rassurer les chefs d'entreprise, de sauvetage de certaines entreprises. Donc c'est un moment très compliqué, très stressant, mais je pense aussi très positif sur cette vision très partenariale. En fait, on est tous ensemble pour trouver une solution. L'État met des moyens colossaux, on le sait, on le voit tous les jours. Et positivement, ça nous permettra de passer cette crise et de demain de réécrire l'histoire d'une façon complètement différente. Merci. Jean-Pascal Prevet, un dernier mot pour votre... Oui, bien pour dire à chacun d'entre vous que la Banque de France est à vos côtés, donc n'hésitez pas à faire part de vos besoins, que ce soit vers les correspondants TPE, que ce soit vers la médiation du crédit. N'hésitez pas, vous avez l'ensemble des informations sur le site internet. Et peut-être dire un mot aussi de la BCE, puisqu'on n'a pas prononcé ce mot-là, mais tout ce dont on vient de parler ne serait pas possible s'il n'y avait pas eu mise en place d'un véritable bouclier de trésorerie au niveau de la BCE, puisque c'est la BCE qui va très largement financer l'ensemble des acteurs, que ce soit les banques et même les entreprises, puisqu'aujourd'hui, la BCE rachète de la dette d'entreprise du court terme et jusqu'au long terme, ce qui est très atypique et qui permet de passer ce moment très difficile. C'est vrai que la BCE fait un travail absolument considérable dont on n'a peut-être pas complètement... les échos nous parviennent pas parce que les informations sont saturées, mais ça sera, je pense, à un moment donné, temps de reconnaître qu'il y a un travail incroyable qui est fait au niveau européen. Jean-Paul, un dernier mot de conclusion. Oui, merci Charles. Tout d'abord, je voudrais remercier le MEDEF Île-de-France d'avoir organisé ce webinaire que je trouve fait bien figure de ce que nous sommes en ce moment, c'est-à-dire un collectif autour du chef d'entreprise. J'ai employé les mots tout à l'heure d'humilité, humilité devant la situation, détermination pour faire face à la situation, confiance et dialogue dans les relations avec les chefs d'entreprise. Et le dernier mot que je prononcerai, c'est collectif. Voilà, un collectif autour du chef d'entreprise, un 360 degrés de conseils autour de lui, et qu'il n'hésite pas à venir dialoguer avec nous, même si je sais des fois la situation est tellement délicate qu'il n'ose parfois ne pas en parler. Mais je pense que le maître mot pour le chef d'entreprise, c'est oser, oser, oser. On est là à ses côtés pour l'aider à franchir le cap. Merci à toutes et tous. Merci Jean-Paul. Pour rebondir, effectivement, les MEDEF territoriaux sont là à l'écoute des chefs d'entreprise. Au MEDEF Paris, au MEDEF Île-de-France, chez tous nos collègues, on prône dans cette situation la solidarité, le partage d'expériences, l'écoute, l'entraide. Voilà, il faut pour faire tout ce qu'on peut pour aider le maximum d'entreprises et leurs collaborateurs à se sortir d'une situation qui n'est pas facile. Un grand merci aux équipes qui ont travaillé sur ce séminaire, sur ce webinaire, qui ont été dans la coulisse, MEDEF Île-de-France et puis tous nos collègues des MEDEF territoriaux. Merci à tous et puis merci aux participants aussi pour leurs questions. Et puis peut-être on aura l'occasion de se revoir dans cette même configuration bientôt. Bonne soirée à tous et merci.